En C'est fait, ça. quelqu'un qui aime le libéralisme puis qui comprend notre économie de marché puis qui comprend le libre marché, comprend également qu'un des fondements de cette économie de marché-là, c'est le droit de propriété. Puis ce droit de Ben oui. propriété-là doit être protégé par l'État. Mmh. Un des rôles de l'État, c'est de protéger nos droits de propriété. C'est le premier à vouloir l'enfreindre. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le projet de loi C15. Qu'est-ce que c'est ça? Un gros projet de loi omnibus. Il y a du stock en masse là-dedans. Il y a 600 pages de documents. Est-ce possible que Mark Carney nous ait caché des choses à l'intérieur? Ben oui! Yes, Ah. Joey, Ouais. aujourd'hui, ça va être un podcast un peu basé sur le travail de Maxime, Mmh. sur Pilule Rouge, évidemment. Donc, on va tout vous montrer ça tout à l'heure, juste avant les commanditaires. rangebrand.ca, votre linge de cowboy et cowgirls, 10% de rabais avec le code Yann10. Le linge est confortable, mais il est durable aussi. Moi, je pense que c'est ce qui Ouais. m'impressionne le plus. Dans les premières publicités que j'ai faites pour Range Brand, j'aurais pas pu le dire parce que je recevais mon linge, puis je le mettais, puis tout ça. Mais là, j'ai tout le temps du Range Brand sur le dos. Il y a des gilets, des t-shirts que ça fait au moins 50 fois que je mets minimum, puis sont encore d'une belle qualité. Tu sais, sérieusement. Pareil. Fait que ça, c'est le fun. C'est important quand tu achètes du linge. Tu sais, des fois, des t-shirts sont super beaux. Tu le mets une fois à la laveuse, tu sors de là, puis tu fais, wow, OK, j'ai plus le goût de le mettre. Là. Il est dégueu. Là, tu sais. Mmh. Non, mais vraiment une belle qualité de linge du côté de Range Brand. Ready for Canada ont une promotion jusqu'au 14 février, jour de la Saint-Valentin, et 15% de rabais pour votre dulciné qui voudrait obtenir sa résidence permanente ou votre dulciné, bien évidemment. C'est important d'être non-genré dans ce podcast. Et finalement, TLF Dessin, toujours à la recherche de personnel de leur côté, vous pouvez visiter en ligne leurs offres d'emploi. L'entreprise va bien, est en expansion, donc on veut avoir de l'huile de bras pour travailler chez TLF Dessin. Quand tu Good! parlais de tes cowboys et des cowgirls, je pensais que tu allais dire tes cow-them, mais finalement, ça. Arrête! On Hey, mais il commence. avait fait ça au hockey, hein? Ah ouais? Tu te rappelles-tu? Pas Il y l'affaire avait... du tape à palette arc-en-ciel, là, pas ça? Là? Non, ben oui, il y avait ça un peu, là, mais c'est parce qu'au hockey, en anglais, t'as les referees, ça c'est celui qui a des bandes oranges qui donne des Ouais, ouais. pénalités. Et t'as les linesmen, les juges de ligne. Ah, si, bon. Fait que là, il était là, ouais, linesman, nanana. Sur les ondes publiques, je pense que c'était TBC, les annonceurs ont commencé à dire non pas linesman, mais linesperson. Je pense que t'allais dire Man, lines them, là. J'étais comme, non, pourquoi qu'on non, fasse c'était ça? pas linesman, c'était linesperson. Et j'étais là, ah man, c'est de la maladie. Ça, c'est la même affaire que Trudeau avait starté avec People Kind puis toutes ces Mais ouais, niaiseries-là. Là. Christy, la journée qu'il y aura une fille, linesman, mais ce sera une lineswoman, OK? On l'ajustera là. Mais veux-tu, je vais te dire de quoi? Ça arrivera juste jamais. Là, t'es là, tu es bien sexiste. Non, non. Les juges de ligne, savez-vous c'est quoi une partie de leur job? Séparer les gars qui se battent. OK? Il y a une chose qui arrivera jamais dans la Ligue nationale, c'est un juge de ligne féminin. OK? Ça arrivera juste pas. Ah, mais tu vas voir- Il va peut-être avoir une arbitre qui va donner des pénalités. Ça peut arriver parce qu'elle ne touche pas aux joueurs ou lui ne touche pas aux joueurs. Fait que peut-être qu'un jour, on va voir une arbitre en chef féminine. Ça pourrait arriver, OK? Ça pourrait arriver. C'est quand même une job qui demande beaucoup de patinage. Les arbitres en chef sont beaucoup plus en forme que vous pensez. Mais une bonne patineuse pourrait peut-être un jour y arriver. Mais les juges de ligne, là, féminins, là, dans la NHL, là, vous verrez juste jamais ça. Là. Hey, t'as deux gars de 240 livres qui se tapent sa gueule. Albert Jacquet est en train de se battre avec quelqu'un. Fuck it, là. T'auras pas une juge de ligne féminin qui va venir les séparer. Là. Ça arrivera pas, là. Même si la fille est un peu tomboy, là. Ça arrivera juste pas, là. je suis certain que les activistes qui poussent pour ça, ils vont dire ah, bon, on aura juste à interdire les bagarres. Hein? OK. On s'en Whatever. On lui donnera pas Whatever. d'idée. On a une couple de bons articles, sincèrement, sur le site. Comme vous pouvez voir, Le pays sans tête de Nicolas Drolet, qui peut être intéressant pour vous. La Gestapo, vraiment, le naufrage intellectuel de certains chroniqueurs. Je pense que Josh Sinoski revient sur une chronique de Frédéric Bérard de son côté.
Éric Duhem raille le virage à droite de Bernard Drainville. Donc, José Soucy qui nous a fait un résumé un peu du petit beef entre les deux. Mais celui qui a attiré notre attention ce matin puis qu'on va travailler un peu dans le podcast, c'est C15. Ce qu'on ne vous dit pas sur les 600 pages du projet de loi C15. Donc, vous pouvez le consulter sur pilulerouge.ca, le travail de Maxime Perron-Tellier, notre journaliste. Qu'est-ce que C15? Première des choses, on va mettre la mise en situation. On le sait, on a eu un budget à l'automne. Donc, il y a toutes sortes d'annonces qui sont faites dans un budget. Et ces annonces-là, doivent être légiférées. On se rappelle, il y avait eu il y a quelques années, quelques mois, quelques années, c'était Justin Trudeau, le dernier budget qu'il avait fait, ou l'avant-dernier, on disait le gain de capital allait être imposé ou intégré non pas à 50 mais à 75 Et ça avait été annoncé dans le budget. Il y a plusieurs actions qui ont été commises par les Canadiens pour leur fiscalité parce qu'il y avait un deadline au mois de juin que si tu faisais ta transaction avant le mois de juin, ce serait 50 si tu la faisais après le mois de juin, ce serait 75 Donc, il y a plein de transactions qui ont été faites avant. Et là, on est comme tombé dans un limbo politique. La loi n'a jamais été mise en vigueur. Le changement législatif n'a jamais été voté en Chambre, au final. C'est comme si c'était un grand bluff, cette affaire-là. Puis là, l'Agence de revenus du Canada était sortie janvier-février. On dit, ben ouais, on va l'appliquer selon les intentions de la Chambre, même si c'est pas voté. Puis finalement, il y avait backtracké. Puis finalement, ça n'a jamais été adopté. Puis il n'y a plus l'ombre de cette connerie-là à nulle part, même si ça avait été annoncé dans un budget. Donc, pour être applicable, les mesures qui sont annoncées dans un budget doivent passer sous forme de loi. Donc, le projet de loi C15 que vous avez présentement, c'est cette loi-là. C'est une loi omnibus. Donc, ça vient changer toutes sortes de règles et de règlements au niveau de plusieurs lois en même temps. Puis, il y en a, évidemment, qui font du sens. OK? Il y a une règle, par exemple, l'exonération de gains en capital pour les entrepreneurs passerait à 1,25 million de dollars. Donc, on doit faire cette modification-là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une exonération de gains en capital, c'est qu'un entrepreneur, il y a plusieurs critères à se qualifier. Ce n'est pas si facile que ça se qualifier, mais quand tu vends les actions de ton entreprise, tu pourrais te qualifier à une exonération de gains en capital. Donc, probablement, souvent, les actions, tu les as payées 1 dollar. Je veux dire, quand tu as créé ton entreprise en 1980, tu as mis 100 actions de 1 dollar dans ton entreprise, tu as grossi cette entreprise-là, tu as travaillé dedans pendant 30 ans, puis un jour, tu la vends. Mais quand tu la vends, les actions ne valent plus 1 dollar parce que si tu vends ton entreprise 1 million de dollars, par exemple, ou on va mettre 1 million de dollars, tu vends ton entreprise 1 million de dollars, les actions ne valent plus 1 dollar comme dans le temps. Les 100 actions, ils valent plutôt quelque chose comme 1 million, ça nous donne 10 000. 10 000 chaque action. Fait que si une action que tu as achetée 1 dollar, que tu revends 10 000, tout le monde comprend qu'on a un gain de capital de 9 999 Fait que dans un monde normal, on serait taxé sur la moitié de cette valeur-là, généralement. Ce qu'on permet de faire aux entrepreneurs, c'est d'avoir une exonération jusqu'à 1,25 million de dollars. Donc, le premier 1,25 million de gain de capital ne serait pas taxable. Comme je dis, il y a quand même plusieurs critères à se conformer pour avoir droit à cette exonération de gain de capital-là. La raison pourquoi on a donné ça aux entrepreneurs est loin d'être folle. Okay? Tout le monde est là, ouais, c'est un méchant avantage fiscal, blabla. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin de stimuler ton entreprise. Puis les entrepreneurs, généralement, ont comme philosophie de tout mettre leurs œufs dans le même panier, plus souvent qu'autrement. Ils vont investir énormément dans leur entreprise, puis ils vont se ramasser dans une position que ne prendront pas beaucoup de REER de leur côté, ne feront pas beaucoup de placements dehors de leur entreprise, mais leur fonds de pension, c'est un peu leur entreprise quand ils vendent. Joey, ton père est entrepreneur, fait que tu l'as vu un peu aller dans sa vie. Là, je veux dire, ils se défoncent dans leurs entreprises, d'habitude, les entrepreneurs. Ils sont all-in de ce côté-là. Fait que quand ils arrivent à la fin, c'est pas rare qu'on voit un entrepreneur prendre sa retraite en vendant son entreprise, puis que tu te ramasses que le gars, il a ramassé genre 50 000 de REER dans sa carrière. Il n'a pas pris beaucoup de placements parce que tout était dans l'entreprise. Mais quand il y avait pour 1 million, 1,5, 2 millions, peu importe. Fait que le gouvernement se dit, c'est pas une injustice, on s'entend, là, c'est un choix de vie de la part de l'entrepreneur, mais comme tu n'as pas vraiment, il y a des grosses chances que tu n'aies pas épargné beaucoup pour ta retraite, on va te mettre dans une position qu'on va t'exonérer d'une bonne partie du gain de capital, puis en même temps, ça devrait stimuler l'entreprise. Donc, ça devrait stimuler les gens à vouloir partir en entreprise parce que c'est un avantage fiscal qui est quand même intéressant. Historiquement, ça se maintenait beaucoup autour de 800 000, ce truc-là. Puis là, dans les dernières années,
On le sait, on a un problème d'entrepreneuriat. Il n'y a pas assez de gens qui se partent en entreprise. Donc là, on fait passer ça à 1,25 million. Fait que dans la loi C15, là, on met ça tout de suite au clair, il y a du bon stock. Ça, c'en est une. Il y a des affaires qui sont vraiment importantes qui doivent être votées. Et ça nous amène un peu au problème d'une loi omnibus. Là. Justement. On parle justement que, c'est ça que l'article de Max nous dit, c'est au-delà des mesures de libéralisation, C15 introduit une nouvelle architecture légale où la règle du droit semble céder le pas à la discrétion politique. C'est ça, on parle de la loi sur la réduction de la paperasse qui devient comme l'exception. L'exception devient la règle, je devrais dire. Ça, c'est un des premiers éléments qui est vraiment important ici. Là. Parce que c'est ça, une loi omnibus, un des gros défauts que ça a, là, c'est que c'est comme un melting pot. Okay? Tu mets ton bon stock, mais tu mets aussi ta crap dedans. Puis là, tu essaies de faire manger la bouchée aux députés le plus vite possible. Si tu arrives puis tu fais une loi spécifique pour un projet en particulier, dis OK, projet de loi C23, telle patente, le projet de loi va être étudié dans une commission parlementaire qui va être dédiée à ça avec des élus spécialisés sur le dossier. Qui sont habitués de ce genre de dossier-là. Les questions vont se faire, il va y avoir première lecture, deuxième lecture, ainsi de suite. Vous connaissez un peu le processus, mais il va y avoir un processus vraiment rigoureux d'adoption. Puis si il y a un contentieux important, on va modifier la loi avec des amendements ou encore, on pourrait même abroger ou annuler complètement cette loi-là si on se rend compte qu'il y a vraiment des problèmes avec cette loi-là. Le problème d'un projet de loi omnibus, c'est que là, les gens qui l'étudient, ils en ont plein les bobettes. Il y a 600 pages de documentation, première des choses. Et ils ne sont pas spécialisés dans un domaine spécifique. Là. Tu sais, c'est comme. C'est un peu les. T'es un peu un généraliste qui l'étudie. Là, c'est ça. Pas. Fait qu'il peut y avoir plein de choses qui se faufilent. C'est ça qu'on met l'emphase dans l'article de Max. La première chose que Joey parle, c'est quelque chose qui était un peu louche. Là. C'est qu'on donne un pouvoir discrétionnaire au ministre. Grosso modo, vous savez, on a toutes sortes de règles et de règlements. Ici, au podcast, on vous le dit souvent, il y en a trop. OK? Les red tape, là, il y en a fucking trop. Fait qu'il y a toutes sortes de processus environnementaux à avoir. Fait que tu as un projet de pipeline, tu as un projet de peu importe quoi. Puis tu es soumis à une surréglementation canadienne et provinciale et ainsi de suite. Le bug qu'on a, c'est que là, ce qu'on dit, c'est ouais, c'est un problème, ça, la surréglementation. Fait qu'au lieu d'arriver et de corriger à la base ce problème-là pour toutes les entreprises du Canada, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, pour certains projets, le ministre pourrait bypasser la réglementation. Là, ça ouvre la porte à plusieurs trucs. OK? Parce que là, tu es là, tu te dis, OK, attends une minute. Par exemple, il y a un projet gouvernemental ou il y a un projet qu'on aime beaucoup, un projet de pipeline. On l'aime beaucoup, ce projet-là. On aimerait ça que ça avance plus vite. Ben là, la commission sur l'environnement qu'il faut faire, la consultation publique, là, pas obligé. Ça, après ça, tu as tels formulaires remplis, plus obligé. Telle inspection à faire, plus obligé. Là, tu es dans un contexte où est-ce que tu dis, OK, il y a des projets qui vont pouvoir avancer plus vite que les autres. Donc, il y a une fast track. C'est sûr que quand tu regardes ça dans son ensemble, tu dis, ah, ben une fast track réglementaire, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu dis, enfin, ils ont compris qu'ils sont dans les jambes. Mais là, justement, le fait que c'était la discrétion du ministre, ben, ça donne des incitatifs à vouloir faire du lobbying. C'est encore plus crasse que maintenant. Pourrait tomber, on retombe un peu dans les principes de la noblesse d'une certaine époque de notre histoire, là, que c'était les entourages du roi, puis la classe noble, qu'il fallait que tu fasses des petits amis, puis des petits contacts pour justement que, mon tel projet, je veux me construire un château à telle place. Toute la patente. Fait que, ben, ça, ton point est super bon. Fait que là, tu es dans un contexte. L'angle mort de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est que le lobbying, dans le fond, va être décuplé. Avant ça, tu faisais du lobbying pour faire modifier des lois. Parce que les lois étaient trop contraignantes, par exemple. Tu faisais du lobbying pour aller têter une subvention. Tu faisais du lobbying pour toutes sortes de raisons. Mais là, les lobbyistes vont avoir une corde de plus à leurs arcs. Ils vont pouvoir essayer d'aller têter les ministres pour obtenir cette exemption-là à la réglementation de manière extrêmement discrétionnaire. Et être priorisé. Fait que là, tu es dans un contexte où est-ce que tu viens d'augmenter, je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais vous comprenez ce que je dis, là, je pèse bien mes mots, là, tu viens d'augmenter tes possibilités de collusion et de corruption. C'est ça qui vient d'arriver. Si tu réussis à convaincre un ministre de bypasser la réglementation, tu viens de donner un grand pouvoir à ce ministre-là. Ben, tu viens aussi de donner un grand intérêt à un groupe de pression ou à un lobby d'aller influencer ce ministre-là. Fait que ça ce qu'on peut s'attendre avec cette loi-là, c'est qu'on va augmenter le lobbying. Deuxième des choses,
la plupart des projets qui sont visés par ça, entre les branches qu'on entend, c'est des affaires de capture de carbone, d'énergie renouvelable, de transport d'énergie. En quoi que Brookfield se spécialise déjà? Ah. Ah, ouais, c'est vrai, hein? La plupart des projets, des grands projets que Brookfield a présentement au Canada, là, la compagnie de Mark Carney qui a mis dans une fiducie sans droit de regard, vont pouvoir être éligibles à ça. Donc, caché dans cette loi omnibus-là, là, ce 600 pages-là, là, il y a quelque chose qui vient beaucoup, beaucoup, beaucoup simplifier la vie de Brookfield. Ça sent la crosse. Mais là, l'affaire, là, c'est que Brookfield n'a même pas besoin de faire de lobbying pour obtenir ces amendements discrétionnaires-là. Le gouvernement fédéral s'est rendu quasiment son lobbying pour lui. Là. C'est ouvre la porte. Le tapis rouge est déroulé. Son lobbyiste principal, c'est le premier ministre du pays, baptême. Fait que là, il me semble de voir qu'un ministre qui reçoit un projet de Brookfield, puis là, qui voit toutes les étapes réglementaires que Brookfield devra passer pour avoir son autorisation, il reçoit ça. Là. Mark Carney, là, il n'aurait même pas besoin de parler. C'est le ministre de l'Environnement, là, puis là, il y a un projet sur ta table là, qui fait que Brookfield a pour 6 mois d'étapes réglementaires à passer au travers. Tu reçois ça. Là. Tu vas-tu voir Mark et tu dis est-ce que je devrais utiliser ma discrétion ici, tu penses, pour appliquer la nouvelle loi C15? Il ira même pas voir Mark Carney. Il va l'appliquer tout simplement. Il dit ouais, c'est la compagnie du boss, ça. OK. Pouf! Pouvoir discrétionnaire, on vient de bypasser toutes les règles environnementales pour Brookfield. C'est ça qui va arriver, là. C'est ça qui va arriver. Fait que là, il va y avoir des compagnies chouchous au pays. Là. Il y a des compagnies qui vont avoir droit à la fast track, puis leurs compétiteurs n'auront pas le droit à la fast track. Parce que, mettons, tu arrives et tu as un projet environnemental sur la table du ministre des Finances. Pas des Finances, mais de l'Environnement. Mais c'est pas Brookfield qui a fait ce projet-là, c'est le principal compétiteur de Brookfield. Est-ce que tu donnes le pouvoir discrétionnaire de bypasser les étapes environnementales au compétiteur de la compagnie de ton boss? Hey, c'est fucked up solide là, dans tout ce qu'on s'embarque. Là. Ah non, puis un bout intéressant du texte de Max, il dit le texte législatif stipule que pour accorder ce passe-droit, donc ce bypass-là, le ministre doit être convaincu de l'exemption dans l'intérêt public. Or, le projet de loi C15 reste muet sur la définition de ce terme. The public interest. Ah oui, l'intérêt public, hey, c'est vague. Fait, c'est vraiment une loi qui donne une grande discrétion au ministre de bypasser les propres lois du gouvernement. Puis évidemment, une des premières à dénoncer ça, c'est Elizabeth May, parce que les environnementalistes voient tout de suite les dangers que ça peut avoir, parce que toutes les lois, la surréglementation environnementale qu'on a au Canada, ça vient pas mal du milieu environnemental, on s'entend. Faut y donner, parce que pour une des rares fois qu'elle est relevant, Elizabeth May, au moins, elle fait sa job un peu une fois de temps en temps. Là. Fait que, c'est qu'elle elle a définitivement raison, mais tu sais, moi, mon problème avec tout ça, c'est de dire ça, c'est la mauvaise utilisation de la loi. Dans le sens que tu réalises qu'il y a un problème. Parfait, tu définis c'est quoi le problème. On a trop de réglementation, ça ralentit les projets de grande envergure. Moi, j'arrive au même constat. Je suis persuadé qu'effectivement, c'est vrai, il y a une surréglementation qui fait en sorte qu'on accorde beaucoup trop d'importance à ces groupes de pression environnementaux-là, ce qui fait qu'on ralentit les grands projets. Fair enough. Ça, je suis d'accord. Donc, la solution devrait être, on va étudier en profondeur nos programmes, on va les réviser, puis on va en abolir quelques-uns pour s'assurer qu'on a un cadre réglementaire plus souple, plus efficace, plus agile pour nos entreprises canadiennes, pour toutes nos entreprises canadiennes. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est la réponse qu'on devrait avoir avec le constat qu'on fait. Mais la réponse de Mark Carney, c'est à peu près la pire réponse que tu peux avoir. C'est une réponse qui favorise le crony capitalism. Okay? Les cronies, c'est quoi? Là? C'est exactement ça. C'est tu décides des gagnants et des perdants. Généralement, dans l'histoire du Canada, tu décidais des gagnants et des perdants avec les subventions. Ça, c'est une entreprise prometteuse, je la subventionne. Toi, je ne l'aime pas ton projet, je ne te subventionne pas. Le Fitzgibbonisme. C'est le Fitzgibbonisme, mais là, puissance 10, parce que là, ça se faisait avec de l'argent avant. Il y a un temps aussi, ça s'est fait avec de la réglementation. Là, il y a des compagnies qu'on n'aime pas. Les compagnies pétrolières, on ne les aime pas. Là, eux autres, on va les réglementer, puis on va les réglementer, puis on va les réglementer. Oui. On a vu l'extrait de Marty Bélanger la semaine passée dans le Patreon qui en parlait. Exact.
Puis là, on tombe dans un autre paradigme où est-ce qu'on dit, là, on a réglementé tout le monde comme des cochons. Il y a des entrepreneurs qui n'ont plus le goût de partir en entreprise. Mais là, ce qu'on va faire, là, c'est que si tu es une entreprise que le gouvernement aime, tu vas avoir une free pass puis tu n'auras plus de réglementation. Toi, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Hey, ça débouche. C'est du favoritisme, c'est du crony capitalism. Ça augmente les probabilités de corruption, ça augmente les probabilités de collusion. Puis ça fait en sorte qu'on a un Christi de problème d'éthique avec notre premier ministre canadien présentement qui est actionnaire de Brookfield dans sa fiducie sans droit de regard. C'est une décision de lâche en bout de ligne, puisqu'on parle souvent de courage politique. Ça, c'est sûr que vouloir vraiment fouiller, puis faire un peu, puis travailler, puis vraiment se dire, OK, quel règlement on pourra enlever, puis vraiment travailler ça de fond, puis faire un vrai ménage au niveau du red tape. C'est long, c'est ardu, mais c'est nécessaire, puis il faut le faire. Puis oui, il va y avoir des fonctionnaires qui risquent de chialer, puis perdre leur job. Mais la réponse lâche, c'est de dire, on va tout garder ça, puis on va créer un système, justement, de bypass de tout ça, pour dire qu'on ne fera pas chialer personne, mais en même temps, on va choisir nos gagnants et nos perdants. Exactement. C'est de la fucking bullshit, là. Puis non, puis ça, c'est pas... Wait, there's more! Parce que c'était pas la seule chose. Si seulement tu dirais, ouais, ça va pas bien de gens partant. Ben non, imagine-toi donc que c'est pas la seule affaire que dans ce projet de loi Omnibus-là. On nous parle, évidemment, au niveau de la propriété privée qui risque d'être très fragilisée. Oui. On dit que, justement, dans le texte de Mac, l'interventionniste du projet de loi C-15 touche également à plein fouet le droit de propriété. Le texte édicte par rapport à la loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, parce que, bien évidemment, on veut faire un genre de projet de TGV, là, qu'on ne verra jamais le jour. Mais en tout cas, il y en a qui y croient. Québec-Toronto. Québec-Toronto. Il modifie drastiquement les règles d'expropriation pour ce projet spécifique. On entend beaucoup parler de ça au niveau municipal avec le projet de tramway, mais là, c'est on est rendu au niveau fédéral. Contrairement aux garanties procédurales habituelles de la loi sur l'expropriation, les nouvelles dispositions contenues dans C15 suppriment plusieurs étapes de protection pour les propriétaires fonciers. Première chose, fin de l'obligation de négocier. Donc, le texte élimine l'exigence pour l'État de tenter une négociation de gré à gré avant de lancer une procédure d'expropriation. 2. Suppression de l'audience publique. Plus inquiétant encore, la loi retire aux propriétaires le droit de demander une audience publique pour contester la nécessité de la prise de décision. Le ministre peut émettre un avis d'expropriation directement. Et 3. Contestation limitée. Les propriétaires ne pourront plus s'opposer au transfert de leur titre de propriété. Leur seul recours légal se limitera à contester le montant de l'indemnité financière après le fait. Écoute, ça, c'est débile ce qui se passe là. C'est complètement débile. Là. Le droit de propriété, c'est ce qui est au fondement de notre économie de libre marché capitaliste qui fonctionne au Canada. Elle a été attaquée au niveau provincial avec le projet de loi 22 à l'époque. Cette loi-là qui a été mise en vigueur puis qui commence à être utilisée par les municipalités du Québec. C'est un peu ce qu'on voit avec la Ville de Québec, je pense, avec le tramway. On a fait un épisode complet à l'époque que ce projet de loi-là est sorti. On en a fait aussi dans un trio économique avec Vincent. Le droit de propriété, c'est quelque chose de fondamental. Puis il y a quelque chose qui est vraiment mal compris. C'est qu'on dit souvent, c'était le cas au Québec, le projet de loi 22, c'était « Ouais, mais on va vous donner la juste valeur marchande au lieu de la juste valeur négociée entre les deux parties. Ça a l'air de rien, mais la juste valeur marchande, ça a l'air, c'est un beau mot. Tu sais, ça a l'air de dire, ben écoute, on va te donner le prix que ça vaut, il va y avoir une évaluation indépendante, puis tu devrais être content. Si tu as la juste valeur marchande, tu ne devrais pas être frustré de ça. Ben, il y a quelque chose qui est problématique avec cette annonce-là, cette philosophie-là. Puis ça, je pense que les Québécois ne l'ont pas saisi, là, puis les Canadiens encore moins. La juste valeur marchande, c'est le prix qui est déterminé pour la vente d'une propriété entre deux parties consentantes. Donc, tu restes à Lévis, tu déménages à Longueuil, tu dois vendre ta maison, tu veux vendre ta maison, tu la mets sur le marché. Il y a quelqu'un qui est intéressé par ta maison, il veut l'acheter, il fait une offre, il y a une négociation, puis on s'entend sur un prix. Ce prix-là, c'est 550 000, mettons, demain matin. Parfait. Donc, la maison qui est à côté, qui a été construite avec le même plan, puis qui est toute pareille, dans le commun des mortels, on se dit, ben, la juste valeur marchande de cette maison-là, c'est 550 000. Parce que le marché vient juste d'en vendre une exactement au même prix qui est identique. Il y a plus de nuances que ça. Là. Les gens qui sont spécialisés en évaluation de propriété vont comprendre ce que je veux dire. Mais tu fais face au problème suivant. C'est que là, on parle d'expropriation. Donc, tu veux compenser la personne pour qu'elle quitte sa propriété contre son gré. Ouais, Donc,
L'histoire du consentement des dernières années, là, quand c'est non, c'est non. Ben, c'est ça, Ce coup-là, on s'en sac un peu, on dirait. Là. Je comprends que c'est pareil. pas le même enjeu, là, mais Fait c'est ça. qu'historiquement, quand il arrivait des demandes d'expropriation, puis qu'on voulait faire une route ou quelque chose, peu importe, puis qu'on devait faire une expropriation, puis on n'avait pas le choix, il y avait un incitatif pour les gouvernements à exproprier le moins de propriétés possible. Parce que, on comprend, là, maintenant, il faut que tu la passes à quelque part, la route, là, puis ça Ouais. se peut que tu sois obligé d'exproprier des maisons. Mais s'il y a un tracé qui fait que tu en expropries 10, puis un tracé qui fait que tu en expropries 100, ben, tu vas privilégier celui que tu en expropries 10. Tout le monde comprend ce bout-là. Fait qu'il y a un incitatif auprès des gouvernements pour exproprier le moins possible, mais aussi, quand il y avait une entente, généralement, les ententes finissaient par-dessus ce qu'on appelait la juste valeur marchande. Pourquoi ça finissait comme ça? C'est qu'on faisait affaire avec un vendeur qui ne voulait pas vendre sa maison. Fait que lui, là, que son voisin à côté qui a la même maison puis qui a à vendre 550 000, il s'en sacre un peu. Il dit, moi, je l'aime ma maison, je veux rester chez nous, je veux pas C'est ça. partir. Fait que là, tu dois lui donner un prix pour le convaincre de partir. Ben, c'est un peu le Là, tu principe. dis, puis tu dis, fait que là, 550. Fait que là, il va dire, non, je veux pas m'en aller. Ouais, mais ton voisin est vendu 550. Non, je veux pas m'en aller. Là, tu dis 600. Non, ça me tente pas de partir. 700. Ouais, je comprends que tu as besoin de ma maison, mais ça me tente pas de partir. 750. OK, à ce prix-là, je pars. C'est de même que ça se passe. Tu dis, crime, je vais faire un profit de 200 000. C'est beau, prends-la à ma maison, je vais aller en acheter un autre. Je viens de mettre 200 000 dans mes poches. Fait que tu sais, c'est réellement ça. Fait que là, le gouvernement n'aime pas ça. Il dit, voyons, il dit, nous autres, on est l'État, on peut saisir la propriété des gens sans demander la permission. Il s'agit d'écrire la loi comme du monde. Fait que c'est ça qui est arrivé avec le projet de loi 22. C'est qu'on s'est dit, garde, on va te donner la juste valeur marchande pour ta maison, ferme ta gueule. Pas de même ça marche, la vie. Là. C'est pas de même ça marche. Puis là, tu lis le projet de loi C15 présentement au niveau du fédéral, et c'est exactement ça qui se passe. Ils se disent, écoute, les Québécois l'ont fait avec le projet de loi 22, ils n'ont pas eu de contestation, rien. Pourquoi on ne pourrait pas le faire au niveau fédéral? On peut faire un TGV, nous autres. On va exproprier les maisons qu'on veut, puis on va lui donner le montant qu'on veut. S'ils veulent contester, ils iront contester. On a doublé la dette du pays en 10 ans, mais on a les moyens de faire un TGV Québec-Toronto. Trouver l'erreur quelque part. Là. Mais ça, question aux grandes imminences grises de Radio-Canada. Est-ce qu'un gouvernement supposément de centre-droite, qui serait supposément celui de Mark Carney, voudrait passer un projet de loi omnibus qui enfreint à ce point-là le droit de propriété des individus? Ben oui, Radio-Canada, d'accord avec ça. Là. Ça donne Il y a un train électrique. Surtout, mais mon point, c'est qu'on s'entend dessus que c'est pas très à droite, ça. On est loin de ça. Rien à droite là-dedans. En fait, quelqu'un qui aime le libéralisme puis qui comprend notre économie de marché puis qui comprend le libre marché comprend également qu'un des fondements de cette économie de marché-là, c'est le droit de propriété. Puis ce droit de propriété-là doit être protégé par l'État. Un des rôles de l'État, c'est de protéger nos droits de propriété. C'est le premier à vouloir l'enfreindre. Le gouvernement, il dit, moi, là, j'ai un projet, OK? Fait que le petit citoyen, là, le petit paysan, là, ta terre, je la veux. Ferme ta gueule, voilà un chèque. Ouais, mais je suis pas d'accord avec le montant du chèque. Va perdre ton temps 5 ans des tribunaux, puis tu iras t'ostiner, puis peut-être que tu auras un montant plus élevé, mais que tu aies dépensé assez de frais d'avocat. Vous êtes contre le bien commun, vous? Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas de même que notre économie fonctionne. C'est pas de même que notre pays fonctionne. Tu sais, c'est autoritaire comme loi, là. Oui. Utilisons les bons mots, là. Le gouvernement se donne la permission de saisir votre propriété en l'échange d'une compensation qu'il aura déterminée par lui-même. Ça n'a pas de bon sens. C'est autoritaire. On ne devrait pas permettre des affaires de même. Mais le gouvernement du Québec, quand il a fait ça, là, ça a passé comme dans du beurre. Pas un asti de média qui en a parlé. Un des seuls médias à en avoir parlé quand c'était le temps, c'est nous autres. Mais tu sais, on n'a pas l'impact de TVA, nous autres, là. Le Québec changera en crime si on le rend, en tout cas. Mais l'affaire, c'est que faut les lire un moment donné, les projets de loi. Ouais. Puis il faut aussi parler des vraies affaires importantes. Je veux dire, on peut refaire le show complet sur Donald Trump, si vous voulez. Là. On va probablement avoir plus de clics. Mais ça, là, il y a 2 éléments dans ce projet de loi Omnibus-là, C15, là, qui sont vachement problématiques. Mais genre vraiment problématiques dans une société libre, capitaliste et démocratique. Ça va passer comme dans du beurre.
Alors, puis on comprend que c'est chiant parce que vous dites crime dans notre système, on élut des représentants pour faire ce job-là, de lire, analyser les projets de loi, parler en notre nom, poser des questions. Puis je vous dis pas qu'il y en a pas qui le font au niveau du fédéral, mais clairement, il y a de quoi qui marche pas pour qu'on en parle à ce point-là, aussi peu, là, ou quasiment pas, que ça passe dans du beurre. Puis il y en a qui C'est vont trop dire, ouais, compliqué. c'est ça, c'est trop compliqué pour certains, puis d'autres osent même pas vouloir lire les 600 pages. Ils lisent le premier 50 pages, encore là, je suis très généreux. Puis le reste, je sais pas, ils envoient ça à des staffers pour le faire, ou ils le Mais mettent même dans à le chat ça, GPT, puis mettre une version, une version plus courte, je sais pas. t'as même pas besoin de lire les 600 pages pour voir les problématiques de ça. Comme je dis, là, il Ouais. y a plusieurs points dans le projet de loi Omnibus de 600 pages qui sont tout à fait légitimes, là. Tu sais, on applique le budget qui a été voté par le gouvernement. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu aies une grille d'analyse, puis il faut que tu aies une capacité aussi à te dire où est-ce que ça peut accrocher éventuellement, ces trucs-là. Ben, tes instincts, là, quand tu arrives et tu as de quoi qui touche au droit de propriété, là, tu devrais te garrocher sur les paragraphes entourant ce droit de propriété-là. Là. Tu sais, je veux dire, tu dev- quand ça touche la liberté d'expression, quand ça touche le droit de propriété, quand ça touche des pouvoirs discrétionnaires supplémentaires octroyés à des ministres. Exemple, tu te rappelles-tu quand on a dit, François Legault, il dit on va faire un projet de loi pour que Pierre Fitzgibbon devienne le super ministre de Ben l'économie. oui. Au lieu d'avoir un ministre, on va avoir un super ministre. On va lui donner plus de pouvoir. Hey, dans une démocratie, tu ne veux pas entendre ces mots-là. Tu ne veux pas donner des pouvoirs discrétionnaires à un ministre. Parce que même si tu penses sincèrement, au plus profond de toi-même, que le ministre en place présentement est bien intentionné et veut le faire pour les bonnes raisons, selon ton plan à toi, mets-toi dans la peau de ton adversaire politique que tu détestes, qui prend ta place au pouvoir puis qui a accès à ces lois-là discrétionnaires. Ça se peut-tu que ce ministre-là, ce futur ministre-là que tu connais pas ou que tu détestes juste par idéologie, s'en serve lui aussi pour faire des affaires que tu n'aimes pas? Tu sais, les règles du jeu qu'on met en place, là, l'idée de les faire respecter puis de s'assurer qu'il n'y ait personne qui ait trop de pouvoir dans l'appareil de l'État, là, c'est pour protéger les citoyens contre des hommes ou des femmes qui pourraient abuser de leur pouvoir. Mm. Mais de donner des pouvoirs discrétionnaires de ce genre-là, sans situation d'urgence, parce que c'est des pouvoirs d'urgence qu'on donne à des ministres là, présentement. Là. Ce genre de réglementation-là, là, c'est typique des pouvoirs d'urgence. Là. Et là, on donne des pouvoirs d'urgence à un ministre qui lui permet de bypasser ses propres lois à sa discrétion dans l'intérêt public non défini dans le projet de loi. C'est lunaire, OK? C'est une attaque profonde à notre système qu'on aime. Personne s'en rend compte. Personne, personne. Tout le monde fait dodo. Tout le monde fait dodo. Puis pourquoi tout le monde fait dodo? Monsieur Orange, l'autre bord, il est pas fin. Ouais. OK? Monsieur Orange, il est pas fin, fait qu'on fait dodo. Tout ce qui se passe en politique intérieure, on fait dodo. Mais, Mais on fait pas dodo sur Donald Trump, par exemple. Et lui, là, il est mais, méchant. Là, puis là, on va aller mettre nos guns à la frontière. Là. ah ouais, puis au-delà de ça, encore plus insignifiant que ça, Yann, si jamais il y a une chroniqueuse ou un article que supposément quelqu'un s'est fait servir en anglais dans un Tim Horton sur l'île de Montréal quelque part, puis que quelqu'un rend ça médiatisé, ça va être le sujet de la semaine, tout le monde va en parler. C'est ça. Bravo. On est priorité à bonne place, les amis. On Je a dis, une belle culture démocratique. Ah, excusez-moi, là, mais ça devrait être. Vous voulez avoir une première page du Journal du Québec, là? C'est peut-être pas spectaculaire, mais il faudrait en parler, là. vos Tu droits sais, de c'est comme propriété menacés par le fédéral, crime québécois comme ça, ben je sais, c'est le fédéral. Alors, voilà une raison, là. Go! le Lâche-le. PQ et le Bloc québécois devraient déchirer le chemise sous ces deux affaires-là. Ouais. La CAQ devrait fermer sa gueule, par exemple. Parce Ah, mais qu'eux c'est des, autres, ils ont fait pire. c'est des projets green. Ah, Non, maudite c'est des merde. projets de Brookfield, c'est pas pareil. Tu sais, à un moment donné, là. Bon, Non, hey, c'est on ça. s'en va sur Patreon. Plein d'autres sujets. On avait promis hier qu'on parlerait de Bernard Drinville à Tout le monde en parle. On l'a Ouais. pas fait. Fait que c'est sûr qu'on commence la partie Patreon avec ça. OK? Fait que Joey m'avait dit que ça avait pas super bien été pour Bernard. On va pouvoir juger. J'ai vu aussi, on va chercher ça, là, Roxane la banane qui a fait une deuxième partie Oh, j'ai pas vu ça. à son vidéo d'expatrié. Le premier était très bon, donc j'ai hâte de voir le deuxième. Fait que toutes sortes de stocks qu'on va avoir dans notre partie Patreon. Abonnez-vous, c'est 4 par mois. Vous avez accès au reste du show. Présentement, il nous reste 1 heure d'enregistrement à faire, complètement exclusive. Ce ne sera jamais disponible de manière gratuite. Donc, abonnez-vous sur Patreon pour en savoir plus.